Bonsoir à toutes et à tous et merci aussi pour votre présence parce que c'est important, plus on est nombreux en fait à réfléchir, plus on peut avancer à mon sens. Donc comme le disait Emmanuel, voilà, je suis gérante d'une entreprise de pompes funèbres à la Gacilly. Donc c'est en Bretagne, un petit village et cette activité-là, je l'exerce depuis 7 ans. Donc, je précise que c'est une entreprise qui est familiale et qui est totalement indépendante parce qu'effectivement, l'image que l'on peut avoir de ce métier via les médias notamment, enfin, à moi en tous les cas, ne me parle pas. C'est pas ma façon de voir ce métier qui est profondément humain. Donc, je vais essayer en tous les cas de partager avec vous ici mon travail et puis l'expérience que j'ai avec l'arrivée de la Covid-19. Donc, pour commencer, en fait, lorsque j'ai fait le choix d'exercer cette activité, je me suis posé en fait la question suivante. Qu'est-ce que les familles attendent de nous et quels sont leurs besoins en fait dans ce moment de vie? Parce que malgré tout, ça reste un moment de vie. Donc pour moi, elles attendent du professionnalisme et de la rigueur, bien sûr, dans l'organisation des obsèques, mais aussi une grande qualité d'écoute, de l'empathie, de la tolérance, de la patience et de la disponibilité. Elles attendent également un réel accompagnement dans les démarches administratives et d'organisation d'obsèques parce que même si on est tous confrontés dans notre vie un jour à organiser des obsèques d'un proche, on ne le fait pas très souvent et heureusement, on le fait 2, 3, 4 fois dans notre vie. C'est très peu et on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Mais elles ont aussi besoin d'un soutien, d'un réel soutien de leur entourage. Donc ça, c'est important que les pompes funèbres puissent laisser justement cet entourage présent au moment de la mort. On doit aussi être rassurant et ne pas oublier la confiance que nous accorde chaque famille pour nous occuper de leur être cher. Et ces valeurs sont tout autant nécessaires lors de la prise en charge d'un défunt sur le lieu du décès ou lors de la préparation du corps, même si tout ça est fait à l'abri des regards. N'oublions pas, enfin pour moi en tous les cas, j'essaie à chaque fois de ne pas oublier que c'est la dernière image du défunt pour les proches et la dernière possibilité pour eux de leur rendre hommage et de lui dire au revoir. Alors, l'arrivée de la Covid-19, pour moi en tous les cas, a mis en difficulté la possibilité de mettre en lumière ces valeurs, principalement au moment de la prise en charge d'un défunt. C'est dramatique, surtout pour les familles, bien entendu, mais aussi pour nous, les professionnels du funéraire. Alors, comme je l'ai écrit, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais en tous les cas, moi, je n'ai pas choisi ce métier pour déposer des corps enfermés dans des housses mortuaires, dans des cercueils. C'est aussi extrêmement troublant d'arriver dans un établissement de santé où nous devons nous équiper d'une combinaison jetable, de lunettes jetables, d'un masque FFP2, d'une charlotte, et ne pas toucher un corps, mais du plastique. Donc, j'ai à quelques reprises tenté de demander l'ouverture de la housse mortuaire afin de prendre au moins une photo du visage de la personne décédée, et cela à la demande de la famille. Mais malheureusement, à chaque fois, ça m'a été refusé parce que la housse était scellée. Alors pour nous, comment savoir si le défunt a bénéficié d'une toilette mortuaire, comme cela est préconisé dès le premier décret? Où est la reconnaissance de corps? Comment apaiser la colère des endeuillés face à de telles pratiques? Comment être sûr, même pour les familles, que le défunt est bien leur proche dans le cercueil, puisque certaines familles n'ont pas vu du tout le proche, quoi. Et donc, je m'interroge aussi beaucoup sur les images diffusées lors du premier confinement, à savoir les images de Rungis, par exemple, ou bien alors des pompes funèbres aussi qui faisaient des allers-retours dans des EHPAD. Je m'interroge pourquoi, parce que je me demande si on n'a pas cherché par ces images à nous faire extrêmement peur, à tel point d'utiliser cette peur
pour mieux faire appliquer les différentes directives imposées par notre gouvernement. De plus, à aucun moment les professionnels du funéraire n'ont une reconnaissance de la part des pouvoirs publics. Alors ce n'est certes à mes yeux pas l'essentiel face à la souffrance des familles, mais la pénibilité de ces tâches et l'épuisement de beaucoup de salariés s'est fait ressentir, au point que des équipes de renfort ont été demandées dans les régions les plus touchées. Pour ma part, j'ai la chance de travailler dans une région très peu impactée par ce virus et j'en suis ravie, car il est difficile pour moi de traiter un défunt de cette façon. C'est comme si l'on devait le cacher et s'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est extrêmement maltraitant pour les défunts. Alors certes, je suis toujours prudente dans la manipulation d'un corps, en m'équipant d'un minimum de protection, mais là, ça dépasse l'entendement et cela me paraît excessif. Il faut savoir que dès le premier décret, en plus des équipements mentionnés précédemment, nous devons avoir une double paire de gants. La première paire est jetée lorsque nous avons déposé le corps à l'intérieur du cercueil, et cela avant de toucher le couvercle du cercueil pour sa fermeture. Lorsque celui-ci est fermé, nous devons ensuite le désinfecter. Tout cela me semble disproportionné, d'autant que nous avons dû nous battre pour avoir l'ensemble de ces équipements en mars 2020, car tous les fournisseurs étaient réquisitionnés pour livrer en priorité les hôpitaux. Il faut savoir également que les défunts suspects Covid subissent les mêmes règles. Et l'an passé, dans mon entreprise, alors moi, il n'y a pas eu beaucoup de décès Covid, et tant mieux, sincèrement. Il y avait en tous les cas 2 personnes qui ont été déclarées suspects Covid et qui ont donc subi les mises en bière immédiates. Et en fait, ces 2 personnes avaient eu un test PCR et les résultats ont été connus à la suite des obsèques et le résultat s'est avéré être négatif. Alors là, ça m'interpelle sur le nombre de décès Covid aussi qui sont indiqués par les médias. Mais en tous les cas, je vous laisse imaginer quand même l'indignation et la révolte de la famille, en fait, dans ces conditions-là. C'est déjà horrible quand c'est un décès avéré Covid, mais quand c'est un suspect Covid et qu'en plus le résultat est négatif au niveau du test, il y a vraiment une incompréhension totale. Et pendant le premier confinement, il y a également des entreprises de pompes funèbres qui ont fermé l'accès à leurs chambres funéraires par peur de la contamination et nous n'avions aucune directive en fait à ce sujet. On était donc libre de faire ce que nous voulions. Alors pour ma part, c'était impossible en fait de fermer la chambre funéraire à ce moment-là. Et donc, comme nous n'avions pas de masque, en fait, moi j'avais fait un appel sur Facebook pour solliciter des couturières en fait à la fabrication de masques et que j'ai mis à disposition en fait des familles dans les chambres funéraires. Et au moins, j'essayais de limiter, j'étais obligée de limiter à l'époque le nombre de personnes présentes, mais au moins elles étaient, plus en sécurité, il me semblait en tous les cas. Alors, il y a aussi le vécu des conseillers funéraires lors de ce premier confinement qui est assez lourd, puisque toutes les familles que nous recevions pour un décès Covid ou non sont frappées de plein fouet par les différentes restrictions dans l'organisation des obsèques. Donc, à savoir que les églises étaient fermées dans certaines communes, ce qui était le cas chez moi. Donc, les cérémonies religieuses se déroulaient dans l'enceinte d'un cimetière avec un maximum de 20 personnes. J'entendais alors régulièrement, mais à qui vais-je dire de venir? Comment faire le choix des personnes présentes aux obsèques? Les crématoriums étaient également fermés, il n'y avait d'accès que pour les personnels des pompes funèbres. Donc les familles parfois allaient à la porte du crématorium pour quand même tenter d'entrer, mais l'accès était systématiquement refusé. Les visites en chambre funéraire sont aussi limitées à la famille proche lors de ce premier confinement, car les déplacements sont totalement interdits à ce moment-là.
Et lorsqu'il s'agissait d'un décès Covid, il n'était pas toujours possible pour nous de présenter le cercueil en chambre funéraire jusqu'au jour des obsèques pour la conservation du corps. Donc ça aussi, c'est vraiment tragique en fait, parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment interdit ce moment essentiel en fait dans la vie et pour le deuil. Donc toutes ces mesures devaient être annoncées à l'ensemble des familles et nous avons fait face à beaucoup de colère, d'indignation et d'incompréhension. Ces émotions étaient en plus accentuées par la rareté, voire l'absence de visites possibles au sein des établissements de santé ou des EHPAD avant la mort. Les familles ont donc eu beaucoup le sentiment d'avoir été contraintes de laisser mourir seul leur être cher et de l'avoir enterré comme un chien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu régulièrement l'an passé. Et en plus, c'est comme si ça ne suffisait pas. En avril de 2020, le gouvernement a fait paraître un décret qui interdisait en fait les soins de thanatopraxie, donc ce sont les soins de conservation sur les corps, sur l'ensemble des défunts, Covid comme non Covid. Et ça, c'est assez dramatique parce que ça nous a obligés, nous, à parfois être obligés de faire des mises en bière anticipées. Quand je dis ça, ça veut dire des mises en bière avant le jour des obsèques. Alors, même si aujourd'hui les conditions d'organisation des obsèques sont assouplies, notamment au sein des églises et des crématoriums, je constate que les familles restent marquées par les mesures du premier confinement. J'ai régulièrement des questions au niveau du nombre de personnes autorisées aux cérémonies ou bien dans les crématoriums, sur l'accès des chambres funéraires aussi. Et les familles qui sont, elles, éloignées par une distance géographique pour se rendre auprès de leurs proches, sont aussi inquiètes pour se déplacer aux obsèques parce qu'il y a tellement d'attestations de déplacement, il y a les couvre-feux, il y a les distances à respecter, donc elles ne savent même plus si elles peuvent ou pas se déplacer. Alors certes, le décès est aujourd'hui un motif impérieux et donne donc cette possibilité, mais malgré tout, il y a une peur qui persiste aussi du contrôle. Donc, en fait, ce qui fait que moi, je rédige régulièrement des attestations en indiquant que le jour des obsèques a bien lieu, tel jour, à telle heure, pour rassurer les familles. Et tout ça, en fait, je trouve scandaleux, en fait, parce que même dans le deuil, dans la mort, nous sommes privés de notre liberté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument inacceptable. Alors, il y a une chose aussi que je voulais indiquer, qui là est une réelle progression, c'est qu'il y a eu un décret qui est paru le 22 janvier dernier, et ce décret permet aux familles de rendre visite à leurs proches qui est décédé du Covid dans un établissement de santé, donc au sein de la chambre mortuaire de l'établissement de santé. Et le défunt aura bénéficié d'une toilette mortuaire réalisée par le personnel soignant ou bien par un thanatopracteur. Alors par rapport à ça, il faut savoir que la toilette mortuaire a quand même ses spécificités et le personnel soignant, à ma connaissance en tous les cas, n'est pas formé à cette technique. Et ça, notre gouvernement ne doit pas être au courant non plus parce qu'à chaque fois, c'est ce qui est indiqué dans les décrets. Malgré tout, grâce à ce décret, l'entreprise de pompes funèbres peut intervenir pour effectuer la mise en bière le jour des obsèques. Donc ça donne bien le droit à la famille de venir rendre visite à son proche. Mais malheureusement, il y a très peu de centres hospitaliers qui appliquent ce décret et ils nous demandent d'intervenir dans les 24 heures qui suivent le décès. Donc comme c'était le cas en fait lors du premier confinement. Et par rapport à ça, nous, pompes funèbres, on est totalement impuissants face à ces décisions qui sont prises en fait par les directions des établissements de santé. Alors, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça, malheureusement. J'aimerais bien en avoir une, mais j'en ai pas.
Hormis le fait de diffuser au maximum cette information auprès des familles concernées pour essayer, en tous les cas, essayer de faire pression en fait et envisager une remise en question de ces établissements. Après, peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais je ne les connais pas, moi, par rapport à mon travail. Et pour finir, en fait, face à tout ça, il me semble indispensable, en fait, de poursuivre nos efforts afin de pouvoir mettre en place soit un hommage national ou en tous les cas des hommages au niveau des régions pour l'ensemble des familles endeuillées par la Covid-19 ainsi que pour toutes celles touchées par le deuil, notamment lors du premier confinement, où les conditions d'obsèques n'ont pas été, à mon sens, suffisantes pour permettre aux proches de trouver un apaisement. Et par rapport à ça, donc la semaine dernière, j'ai rencontré un commercial de chez Précom. Donc c'est le journal Ouest France, en fait, qui est le journal le plus lu en Bretagne. Et en fait, ce commercial était pompe funèbre l'an passé et a donc vécu également l'arrivée de la Covid-19. Et en fait, il m'a indiqué que Précom est en réflexion pour justement essayer de mettre en place des hommages pour les personnes endeuillées du Covid. Alors, je trouve que c'est une très belle idée. Maintenant, il faut voir comment ça se met en place parce que l'année dernière, cette même entreprise proposait des visios, en fait, conférences des obsèques pour justement permettre aux personnes éloignées de pouvoir quand même assister en visio aux obsèques. Mais c'était payant. C'était 500 € quand même la visio. Donc, moi, personnellement, je trouvais que c'était hors de prix. Donc, je l'avais pas, enfin, je le disais, mais j'ai jamais eu de demande en tous les cas par rapport à ça. Et lors de nos différentes réunions, on parle aussi régulièrement de la plantation des arbres. Et ça me semble essentiel de continuer aussi à chercher des pistes là-dessus pour pouvoir donner, enfin, faire mémoire en fait à tous ces défunts Covid en créant des forêts de recueillement. Et autre point aussi important, c'est au niveau des formations sur la psychologie du deuil. Parce que quand on travaille dans le funéraire, en fait, on doit être titulaire d'un diplôme de conseiller funéraire. Et moi, j'ai une de mes salariées qui vient de l'obtenir. Et à aucun moment dans cette formation, ils n'ont parlé de l'accompagnement Covid. Donc, je ne comprends pas, mais c'est la réalité malheureusement. Donc, il est important, je pense, de réfléchir effectivement, alors peut-être, comme tu disais, Emmanuel, à une charte au niveau des pompes funèbres, ou vraiment à développer avec des psychologues, des psychiatres, une réflexion poussée sur la psychologie du deuil, parce que c'est notre métier, on est quand même confronté à ça quotidiennement. Donc voilà, et utiliser le réseau des professionnels du funéraire, notamment les indépendants, hein, comme je le disais, parce que ça va être difficile, je pense, au niveau des gros groupes qui sont davantage axés sur l'aspect commercial et financier. Donc nous utiliser en tous les cas dans l'accompagnement et la mise en place de ces mesures, car lorsqu'on est confronté à tant de souffrance, d'indignation et de colère, j'ose espérer que l'ensemble de la profession aura le courage de participer au changement de leur métier en y mettant encore plus d'humanité. Et sans oublier aussi les enfants, parce que les enfants, on les oublie souvent au moment des obsèques encore dans notre pays, même si c'est en plein développement. Enfin, ça arrive quand même, mais malgré tout, il y a encore des choses à faire. Et là aussi, l'enfant doit être préparé à la vue du corps de son papy, de sa mamie, de son papa, de sa maman. Il y a plein de livres qui existent sur le deuil, sur la mort. Donc moi, j'ai mis en place, par exemple, dans mes chambres funéraires, une bibliothèque pour les enfants avec une table, des feuilles, des crayons pour qu'ils puissent faire un dessin pour la personne décédée qu'on dépose dans le cercueil, par exemple.
Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous remercie en tous les cas pour votre écoute et votre attention. Merci Cécile, c'est un témoignage d'autant plus exceptionnel que ces propos sont rares, hein, tenus par des gens du funéraire. Alors je dis pas qu'entre vous, peut-être dans des réunions plus professionnelles, vous en parlez. Mais en tous les cas, d'un point de vue public, c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette perception d'un discours, mais pourtant on a souvent, quand heureusement on n'est pas confronté tous les jours à un deuil, on voit quand même à quel point le regard, l'attention, la déférence, la dignité qui entoure les rites d'obsèques, notamment par les entreprises du funéraire, compte beaucoup comme Oui, expression, j'allais dire muette, mais significative, symbolique du respect à la fois de la personne défunte et puis de la famille. On voit à voilà. quel point on touche véritablement à l'essentiel, comme c'était aussi le cas dans un service hospitalier où il y a une pratique, toute une attention, et tu as su parfaitement nous faire saisir ces subtilités et aussi les affronts faits à métier, à des professionnels qui ont vécu douloureusement, hein, psychologiquement. On l'a évoqué à plusieurs reprises en dehors de cette rencontre, ce qu'était le poids psychologique pour les professionnels du funéraire. Et c'est vrai que à la suite d'une des dernières interventions, mais par concours de circonstances, je suis passé à côté du cimetière Montparnasse, figure-toi. Ouais, Et je suis rentré, je vais raconter une petite anecdote, non pas pour détendre l'atmosphère, mais je suis rentré et il y avait le type dans sa guérite qui était l'attaché, alors je ne sais pas comment on appelle ça, le gardien de cimetière, et il lisait le dernier livre de la rabbine, je ne sais pas si tu as vu, ouais. sur les morts. Donc, c'était très curieux, il était en train de lire, et j'ai commencé à discuter avec lui sur son métier grâce à toi. C'est-à-dire, D'accord. il me racontait quand ils sont effectivement auprès des gens du funéraire, quand il y a des obsèques qu'ils doivent constater, et il parlait du côté douloureux selon les situations, les circonstances, et comment parfois il se rapproche aussi d'une personne pour la soutenir, enfin, tous ces petits Voilà. gestes de Ouais. délicatesse, de soutien quelquefois infraverbaux, sont vraiment essentiels. Donc, je pense qu'on descend Complètement. l'humain à travers ces métiers, même si Oui. on n'a pas envie d'en parler d'une manière quotidienne. C'est pourtant, et tout à l'heure, c'était aussi évoqué à travers les soins palliatifs, votre fonction est importante. Alors, juste, j'aimerais savoir s'il y a une ou deux personnes qui veulent intervenir par rapport à ce que nous a dit de si juste Cécile. Est-ce qu'il y a un propos d'intervention? N'hésitez pas, ne faites pas les distraits. Tu regarderas, Cécile, sur le chat, sur la bulle, qui a eu des réactions importantes, enfin, je veux dire, de gens qui ont été impressionnés par tes propos, j'ai l'impression. Merci de votre intervention. Il n'y a pas de questions particulières si c'est effectivement sur les décrets. Et je pense que dans le travail de retour d'expérience auquel tu participes, il y aura effectivement aussi à rendre les instances publiques, les pouvoirs publics plus vigilants si demain on se retrouvait dans une situation peut-être aussi de plus grande crise, parce que là, on a été dans une situation extrême, mais rien ne nous empêche de penser que d'autres situations de cette nature pourraient se reproduire avec des morts encore plus massives et avec Oui. aussi, et c'est une crainte que certains ont avec les variants, de morts plus jeunes, voire d'enfants. C'est ça. Exactement. Oui, oui. Oui. Moi, l'année dernière, on a été appelé en fait une nuit pour un décès à domicile d'un jeune homme. Il avait 35 ans. Il était musulman. Et en fait, on était au tout début en fait de la pandémie. Et le médecin qui est venu constater le décès a eu peur, je pense peut-être, et donc a demandé une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique. Parce qu'il avait lu dans un article que le Covid, en fait, pouvait faire mourir une personne très rapidement. Les gendarmes étaient présents et disaient que probablement que ça n'était pas ça, en fait. Mais voilà, par sécurité, le médecin avait mis ça sur le certificat de décès. Donc nous, quand il y a ces directives-là, on est obligé d'appliquer, en fait, parce que sinon, on risque de perdre notre habilitation funéraire. Et la famille était loin, la famille habitait Bordeaux. Et
donc, ils sont arrivés le lendemain, c'était un dimanche. Et connaissant la religion musulmane, j'ai passé des heures en fait avec eux parce qu'ils voulaient absolument le voir. Ils voulaient absolument le voir et ils savaient que du fait de la mise en bière anticipée, il n'y avait eu aucun soin de pratiquer. Et c'était vraiment horrible en fait pour eux. Et voilà, enfin, ils étaient dans une colère, ils sortaient du magasin, ils rentraient, ils sortaient, enfin, ils ne savaient plus où ils étaient, enfin, ils se disaient que c'était impensable. Et il n'avait que 35 ans, ce jeune homme. Et, et moi, j'avais qu'une envie, c'était de réouvrir le cercueil, en fait, pour leur montrer. Mais c'est impossible, c'est impossible. Et, et voilà, c'est des choses qui marquent, en fait, et je me dis, ça devrait plus, on ne devrait plus, en fait, procéder de cette façon-là. Je pense qu'il y a une réelle panique à tous les niveaux, en fait, l'an passé, que ce soit dans les centres hospitaliers, au niveau des pompes funèbres, enfin, toutes les personnes qui exerçaient en lien avec cette maladie. Et qu'aujourd'hui, j'espère en tous les cas que beaucoup ont pris du recul et ne feront plus les erreurs en fait qui ont été commises, quoi. C'est ça en fait, parce que pour moi, bien sûr que ça va, les variants sont là, donc ça va pas s'arrêter malheureusement. Mais il faut vraiment essayer de faire quand même bouger les choses, de mettre de l'humain là-dedans et au moins que les familles voient leurs proches, quoi, Covid ou pas Covid, ça c'est quelque chose d'indispensable. Il faudra qu'on en reparle d'un point de vue anthropologique. Mais comme on Oui. voit, et c'était intéressant cette soirée, on a vu différents types d'interventions sur différents champs. On voit c'est une exigence d'humanité. C'est comment dans des actes, dans des gestes, dans des attitudes, on défend l'humain au moment où on peut verser assez rapidement dans l'indifférence ou dans la barbarie. Et c'est Voilà. vrai que le systématisme, hein, on pourra un peu retenir ça comme conclusion. Tout à l'heure, on parlait de discernement, c'est-à-dire l'approche au cas par cas. Le fait aussi de faire confiance dans des professionnels, je crois que c'est quelque chose d'important. Et c'est là où des professionnels ont à intervenir dans le retour d'expérience. La compétence acquise, à la fois technique, mais également psychologique, d'un responsable d'une chambre de funéraire, enfin d'un service de funéraire, d'une entreprise de funéraire, ou même d'une chambre mortuaire, c'est une expertise qui doit être aussi mobilisée, prise en compte et respectée. Voilà, tout à fait. Oui. Et se poser aussi la question, pour en reparler dans une prochaine réunion indépendamment de nos rencontres entre guillemets publiques, c'est l'histoire des photos. Oui. C'est-à-dire, là, on n'avait pas photographié ce jeune homme apparemment. Mais non. Mais Voilà. non. Donc, Non. il est possible de penser que dans une autre configuration, on sera plus attentif à prendre la photo avec aussi qu'est-ce qu'on montre, est-ce qu'on a le droit ou pas. Enfin, c'est Ouais. toutes ces questions qui sont posées. Ce Oui, que je oui. propose, de toute façon, notre groupe est constitué, on va réfléchir, on va être plus, je pense, sauf si on est confronté à la rentrée de nouvelles difficultés liées à des variants, mais c'est pas non plus quelque chose d'absolument sûr. Mais je pense qu'on va travailler, on va continuer à travailler. Je voulais vraiment remercier Cécile, tout particulièrement, parce que c'est des interventions difficiles, d'autant plus qu'il faut être inventif dans ce champ et tu élabores, tu travailles. C'est bien d'avoir fait des études d'éthique, ça amplifie ta palette professionnelle. Donc, en direct de la Gacilly, hein, je précise. Gacilly, Emmanuel Gacilly. Et je finirai par un voyage à la Gacilly, te rendre visite, rien que pour Ah bien oui, intégrer voilà. cette affaire. Oui, Donc, avec plaisir. merci infiniment d'être intervenu. Merci à Christine aussi, à Brigitte, à Françoise. Et on se dit bonne soirée. On se revoit, enfin, on se rencontre nouveau bientôt. Et sachez que sur le site de l'Espace Éthique, pour celles et ceux qui n'y sont pas familiers, pas mal d'initiatives vont être proposées dans les prochains temps, d'autant plus si on est en capacité de se retrouver, j'allais dire, d'une manière concrète, c'est-à-dire en présentiel. Bonne soirée à tous, un immense merci et n'hésitez pas à envoyer des emails. Vous avez, j'ai formulé sur le programme, je vous ai indiqué quel email vous pouvez adresser des informations. Et Françoise, merci infiniment d'être intervenue aussi en direct de Caen. Tes petits gâteaux secs nous ont manqué à la dernière réunion des doctorants, je te fais remarquer. C'est un message subliminal pour quand tu viendras nous rendre visite en Normandie.